Mad Max, ce qui reste de l'apocalypse. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN est une application qui permet deux choses. La première, c'est d'anonymiser votre connexion Internet. Ceci vous permet de surfer sur Internet en étant totalement intraçable. Ça sécurise donc votre quotidien, ça évite que vous soyez ciblé par des publicités en fonction des pages que vous visitez, et ça vous protège des hackers, permettant donc une réelle sécurité vis-à-vis de vos données à caractère sensible. Et la deuxième chose que fait NordVPN, c'est permettre de changer son pays de connexion Internet. Ce qui vous permet par exemple d'avoir accès à plus de 4000 nouveaux films sur Netflix par exemple. Actuellement, si vous tapez Rocky sur Netflix, il ne se passe rien. Mais connectez-vous aux États-Unis et ensuite retapez Rocky. Et là, boum, vous aurez accès aux 5 premiers volets de la saga. Pratique, non? Et ça marche avec énormément d'autres films. Vous trouverez par exemple Citizen Kane au Canada, ou Ocean 11, le premier avec Frank Sinatra, de nouveau aux États-Unis. Donc n'hésitez pas à fouiller le catalogue. Grâce à NordVPN, vous pouvez vous balader dans toute la planète et découvrir des nouveaux films sur une plateforme que vous avez déjà bien écumée chez vous. Et grâce à cette vidéo et le code promo Zoltan, vous aurez 4 mois gratuits ainsi que le logiciel NordPass. Ce qui vous fera en tout une réduction de 81%. Donc voilà, franchement, si vous cherchez un VPN, n'hésitez plus et optez pour NordVPN, je le recommande. La saga Mad Max est une saga vraiment particulière. Déjà parce qu'elle est australienne et qu'il n'y a pas 25 milliards de sagas de films australiens. Mais surtout parce que je pense qu'elle a exploré l'apocalypse comme aucune autre saga. En 4 films, Mad Max a présenté un panel riche et varié de l'après-fin du monde qui mérite qu'on s'y attarde. Et on va commencer tout de suite avec Mad Max 1, quand on pensait que l'apocalypse avait déjà eu lieu. L'univers du premier Mad Max est assez fascinant, surtout une fois qu'on aura vu les films d'après. On est clairement dans un univers futuriste, dystopique et totalement chaotique. Le Hall of Justice, l'équivalent du commissariat, ressemble à une ruine, totalement dégueulasse cet endroit. On se demande ce qui est arrivé pour que ça ressemble à ça. Dans ce monde-là, il peut y avoir des gangs de motards qui débarquent dans un village, qui volent, qui violent et qui tuent, et il n'y a rien qui soit fait pour pouvoir les condamner. Donc il existe un ordre, parce que voilà, il y a le Hall of Justice, il y a justement Mad Max qui fait partie de ces patrouilleurs, là, des intercepteurs, comme on les appelle. Mais quand on découvre le film, on a déjà un peu l'impression d'être dans un univers post-apocalyptique. Alors que finalement, la suite de la saga nous fera comprendre qu'à ce moment-là, on est finalement juste avant l'apocalypse. Car ensuite, on aura Mad Max 2, le guerrier de la route. Pour le coup, dans ce film, il ne reste aucune forme de société. Là où dans le premier, on avait des villes, on avait des administrations, où on suivait même Max partir en vacances avec ses valises sur le toit, avec sa femme et son enfant, ce qui clairement nous rappelle notre monde à nous, quoi. Donc en fait, malgré un côté délabré, un côté chaotique à ce monde, on avait quand même de vraies similitudes avec la vie qu'on connaît nous. Alors que vraiment, dans Mad Max 2 pour le coup, il ne reste rien. L'apocalypse a clairement eu lieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là de la saga, l'apocalypse n'est pas vraiment évoqué. Mad Max 2, comme Mad Max Fury Road, commence par une voix off qui nous fait comprendre que la société est devenue de plus en plus violente et qu'il y a eu un peu un retour à la loi de la jungle qui s'est effectué, mais il n'y a pas un événement marquant, précis, qui a conduit à cette désolation et le fait que il n'y ait plus que du sable et des routes et des gangs sur les routes. Dans Mad Max 2, tout ce contexte apocalyptique reste très nébuleux. Et finalement, si on extrapole un peu, on comprend qu'on suit le parcours de Max et que l'apocalypse, finalement, c'était la mort de sa femme dans le premier épisode. Et que l'état du monde est à l'image de l'état de Max, totalement dévasté. Et ce n'est que dans Mad Max 3 où là, nous aurons des réponses précises sur le pourquoi et le comment de l'apocalypse. Enfin, pas le pourquoi, mais sur le comment en tout cas. Et d'ailleurs, on ne saura jamais vraiment si cet état du monde est global ou si finalement ça ne concerne pas que l'Australie. Ou même cette zone de l'Australie. Et moi, franchement, j'aime bien m'imaginer par moments qu'en fait, tout le reste du monde fonctionne à peu près normalement, mais c'est vraiment l'Australie qui a quasiment été mis en quarantaine et qui se retrouve plongée dans ce monde post-apocalyptique. Je trouve ça rigolo comme délire. Mais vous verrez par la suite, Mad Max Fury Road semble plus ou moins révoquer ma théorie. Dans Mad Max 2, finalement, on découvre pas grand-chose de ce monde post-apocalyptique. En termes d'infrastructure, on a juste une vieille raffinerie qui contient un petit groupe qui essaye de lutter face à une espèce de horde de punks qui veulent leur prendre la raffinerie pour choper du pétrole. Cette horde de punks ultra-violents, cette meute, représente clairement ce monde post-apocalyptique, où l'humain finalement n'est plus vraiment l'humain. Et cette thématique est d'ailleurs appuyée par cette phrase de Pappagallo, le leader du groupe de la raffinerie. We're still human beings with dignity. But you're out there with the garbage. You're nothing. Cette horde sauvage de barbares
est dirigé par Humongous. Humongous, c'est vraiment le mâle alpha qui travaille une idolâtrie sur sa personne, comme pour créer une nouvelle forme de mythologie, et être le dieu de cette nouvelle mythologie. Et finalement, ce personnage se rapproche beaucoup du leader de gang dans le premier Mad Max, Toe Cutter, qui était certes un leader de gang, mais qui ressemblait finalement plus quasiment à un gourou de secte, avec ce côté un peu mystique, où il avait des phrases un peu cryptiques, on comprenait pas tout, il avait ce rapport mystique qui faisait que les gens avaient une forme de fascination et étaient enclins à le suivre. Et finalement, Humongous, il reprend beaucoup de cet aspect mystique, mais en y ajoutant un physique de colosse et un côté brut qui convient beaucoup mieux à ce côté dévasté, post-apocalyptique, qui ressemble beaucoup plus à la loi du plus fort. Et finalement, la dernière déclinaison de ce type de personnage, ce sera Immortan Joe dans Mad Max Fury Road. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se rendre compte que Immortan Joe est joué par le même acteur, Hugh Keays-Byrne, que Toe Cutter. Et là, franchement, je sais pas ce qui me retient de faire une petite théorie là-dessus. Peut-être le fait que Toe Cutter ait été écrasé par un camion à la fin de Mad Max 1. Oui, ça doit être ça qui m'empêche de faire une théorie. Oui, clairement, il est mort. Donc je pense pas du tout que ce soit la même personne, je pense que c'est juste George Miller qui avait envie de retravailler avec la même personne. Donc dans Mad Max 2, ce groupe dirigé par Humongous chasse un peu le pétrole à la manière de vautours, là, circulant autour de gens qui sont à deux doigts de mourir, où ils attendent le moment pour vraiment fondre sur eux et les attaquer. Et finalement, c'est une extension du gang du premier épisode de Mad Max, parce qu'ils font pareil, ils vont violer, ils vont voler, ils vont tuer, sans scrupule. Et la grosse nuance, c'est que là, ils n'ont plus personne à craindre. Dans Mad Max 2, la société, enfin ce qu'il en reste, s'articule uniquement autour de la loi de la jungle, la loi du plus fort. Il n'y a plus aucune institution pour réguler cette loi-là. Parce que normalement, la police est là pour offrir à l'honnête et au vertueux citoyen une force de frappe supérieure aux malfrats. Et donc, réguler cette loi de la jungle. Faire en sorte que tous les citoyens mis ensemble soient plus forts qu'un petit groupe de délinquants ensemble. Enfin voilà, c'est logique en fait. C'est comme ça que nous vivons. Et dans Mad Max 1, même si les institutions semblaient un peu bancales, il y avait quand même une volonté encore de justice et d'essayer d'équilibrer ce rapport de force entre les gens qui veulent faire le mal et les gens qui veulent vivre normalement. Dans Mad Max 2, pour le coup, vu qu'il reste rien, c'est pleinement la loi du plus fort. Et donc, il ne reste que la violence et le chaos. Et ensuite, on a eu Mad Max 3, Au-delà du Dôme de Tonnerre. Alors, c'est vraiment auxiliaire, mais c'est clairement le moins bon film de la saga, et malheureusement de très très loin, quoi. Waouh! Franchement, il y a des moments où il en est vraiment risible par moments. Il y a ce fameux duel dans le Dôme de Tonnerre où les mecs sont accrochés à des élastiques et ils se battent, enfin ça ressemble à rien, c'est un peu grotesque quoi. Et en plus de ça, il y a l'interprétation qui est ultra limite de Tina Turner, il y a des moments où elle est ultra malaisante et ça fait que le film est quand même vraiment douloureux à regarder quoi. En plus, il y a une volonté de faire un film un peu pour enfants, enfin ça fonctionne vraiment pas des masses quoi. On se demande ce qu'il a voulu faire. Mais par contre, d'un point de vue post-apocalyptique, il a vraiment eu une volonté d'approfondir l'univers post-apocalyptique justement. Déjà, on en apprend plus, vraiment plus sur cet apocalypse. Et ce qui n'avait pas été évoqué dans Mad Max 2, où on avait l'impression que c'était juste le chaos de la société qui avait grondé au fur et à mesure jusqu'à tout détruire, là, le mot est dit, c'est nucléaire. Et l'intégralité de la zone est d'ailleurs soumise à de fortes radiations, au point que Mad Max se balade avec un compteur GGN sur lui. Et on comprend par cette petite réplique sur l'eau que finalement, tout est contaminé. Mais le vrai moment où on nous explique tout, c'est quand Mad Max rencontre les enfants et que les enfants leur racontent l'histoire qu'on leur a racontée à eux et que l'apocalypse nucléaire est clairement mentionné. Voilà, il est montré, on a un dessin de champignons nucléaires, donc on comprend qu'on est sur un post-apocalyptique dû à potentiellement une guerre nucléaire. Et on aura même le résultat de cet apocalypse nucléaire sur une ville connue qui est Sydney à la fin du film. Mais pour ce qui s'agit de l'univers post-apocalyptique, donc ce qui s'est construit après l'apocalypse, et là on va le découvrir par le biais d'une ville, Trocopolis. Alors en anglais c'est pas Trocopolis, mais j'arrive jamais à prononcer ce nom de ville. Et là c'est vraiment la première forme de société ou d'institution qu'on découvre depuis l'apocalypse dans cette saga. Alors c'est une ville qui fonctionne sur le troc, et où le peu de sécurité est garanti par le fait que tout le monde doive laisser ses armes à l'entrée de la ville. Donc c'est une ville sans armes, donc fatalement, ça limite un tout petit peu la violence. La ville est alimentée en énergie grâce à de la merde de porc, c'est pas con comme idée. Enfin, c'est le méthane qui s'émane de la merde de porc, enfin, vous m'avez compris quoi. Et cette énergie, en tout cas cette usine d'énergie, est contrôlée par un mec qui s'appelle Master Blaster, qui est en fait deux personnes, qui est un nain qui semble plutôt intelligent, et un trisomique Golgoth qui prête son physique au nain, et donc ça crée une espèce de combinaison qui a une tête super intelligente et un physique quasiment imbattable. Ça, c'est la ville souterraine, parce que finalement, c'est pas Troc City. Troc City, c'est au-dessus. Et Troc City,
C'est dirigé par Antlilia, non, Antlilia, je sais jamais le nom de cette meuf. Antiti, qui est jouée par Tina Turner. Et je vous avoue que je sais pas trop comment elle s'est retrouvée à diriger cette ville en fait. Parce qu'autant Master Blaster, j'arrive plus ou moins à comprendre, il est la combinaison d'un grand intellect avec une force physique impressionnante, donc fatalement il est capable de battre plein de gens physiquement, donc voilà, il peut prendre le pouvoir un peu grâce à ça, en plus d'être malin. Mais alors, Antiti là, je sais pas d'où ça sort, pourquoi elle est à la tête de cette ville, c'est jamais expliqué, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça paraît un peu... ça aurait été bien de me donner une petite explication, j'aurais pas dit non. Mais c'est pas grave, passons outre. Et donc cette ville, comment elle fonctionne? Alors elle s'articule autour de vieux mécanismes qui finalement reprennent beaucoup de l'Empire romain, avec un peu cette espèce de principe de base du pain et des jeux. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'armes dans la ville offre une certaine sécurité, mais surtout tous les conflits sont réglés par un duel, un combat dans le dôme de tonnerre, un peu à la manière des gladiateurs. Et en cas d'inculpation, sinon il y a aussi une roue qui va prononcer une sentence, voilà, faisant entre la peine de mort, l'exil dans le désert, la libération immédiate, voilà, différents trucs. C'est finalement très sommaire comme manière de faire la loi, mais bah, ça offre une certaine sécurité et au moins ça permet un début de société, quoi. C'est un fonctionnement très basique de justice. Et donc comme je disais, cette ville reprend un côté un peu archaïque avec une instrumentalisation de la violence pour divertir la foule, mais aussi comme forme d'avertissement pour ceux qui ne voudraient pas suivre les règles. Voilà. Mais finalement, on reste assez proche du principe de la loi de la jungle, vu que tout conflit va se régler par un combat dans le dôme de tonnerre. Bah, dès que t'as un problème avec quelqu'un, c'est le plus fort qui gagne, c'est pas celui qui a raison. Et le film ira jusqu'à nous montrer par exemple la ville de Sydney, qu'on reconnaît grâce au pont et à l'opéra, suite à cet apocalypse nucléaire. Et donc la ville est totalement détruite, il ne reste rien, il n'y a personne qui y vit, clairement, c'est totalement vidé, quoi. Et finalement, ce sera le seul vestige de notre univers à nous qu'on verra dans cette saga. Sans ça, on aurait carrément pu croire qu'en fait, Mad Max se passe dans un univers parallèle, sur une Terre alternative, dans une autre planète, enfin ça aurait pu être autre chose. Mais là, on voit clairement Sydney, et on comprend que Sydney a clairement été détruit, donc on est dans notre monde, en Australie, post-apocalyptique. Donc avec Mad Max 3, on était sur une forme de société très sommaire qui, si tu essaies de réfléchir vraiment à la chose, tient pas vraiment debout très longtemps. Et d'ailleurs, le film va montrer qu'il y a un soulèvement à la fin et que la ville est à deux doigts de s'effondrer. Et après, il y a eu Mad Max Fury Road. Et là, pour le coup, le film dépeint une toute autre organisation de la société. On y découvre la citadelle, qui ressemble à un espèce d'amas de falaises ultra luxuriantes. Donc pour le coup, le haut des falaises est luxuriant, il y a l'air d'avoir de l'eau, des plantes qui poussent, et en bas, bah, c'est le désert, et malheureusement, la majorité des gens semblent vivre en bas. Et donc cette zone est dirigée par le despote qui est totalement déifié, Immortan Joe. Pour le coup, énormément de choses sont racontées uniquement visuellement sur comment fonctionne l'organisation de cette société et comment fonctionne un peu le règne d'Immortan Joe. Donc, il contrôle l'eau, lui, dans une zone désertique, c'est la ressource qu'il possède. Il est entouré d'une armée de fanatiques, les Warboys, qui sont en fait des enfants à peu près en bonne santé, récupérés dans la population, qui essayent de vivre en bas de la citadelle, dans cette espèce de désert, où clairement, je sais même pas comment ils arrivent à survivre, mais bah, de temps en temps, on leur lâche de l'eau et ils survivent, quoi, la plèbe. C'est clairement la plèbe, là. Et donc, ces enfants sont endoctrinés pour devenir vraiment des soldats, les Warboys, donc les garçons de la guerre. Ils sont endoctrinés avec des espèces de concepts religieux assez étranges, qui sont un amalgame de plusieurs trucs. On va par exemple les pousser à des actes kamikazes pour leur faire espérer atteindre les portes du Valhalla. Mais en même temps, ils idolâtrent les moteurs de voitures. Donc en fait, il y a toute une mythologie qui a été créée par Immortan Joe pour réussir à endoctriner tout ce beau monde et se créer lui-même un mythe. Il y a ces fameuses phrases, mediocre, le fait de se gazer la bouche avec de la peinture argentée avant de commettre un acte de suicide, un acte de kamikaze. On prie le V8, on va aller aux portes du Valhalla, sur l'autoroute du Valhalla. Enfin, il y a ce côté entre la mécanique et la religion. C'est vraiment tout un délire que Immortan Joe a créé et qui a l'air de plutôt bien fonctionner parce qu'il a toute une armée avec lui. On sent que les Warboys ont tous des séquelles dues à l'aspect nucléaire du monde, ils ont tous des espèces d'excroissance, des maladies, on sent que le monde est absolument pas sain, et que bah, c'est un peu le problème, tout le monde est en train de crever, parce que bah, y a des mutations à droite à gauche, et on voit que les enfants sont rarement en bonne santé. Voilà, c'est un peu aussi... en fait, même si la guerre nucléaire est rapidement évoquée au tout début du film par cette voix off, on comprend qu'on est dans un monde post-nucléaire avec espèce de dégradation globale des êtres humains, quoi. Ensuite, Immortan Joe, on comprend aussi qu'il récolte du lait maternel, mais par contre, il ne garde pas forcément le bébé de ces femmes-là, et ça, on le découvre dans une scène coupée qui est franchement glaçante, que je vais pas montrer là parce que c'est pas adapté à YouTube, mais si vous avez l'édition Blu-ray, regardez-la, elle est horrible cette séquence, et elle nous fait comprendre qu'en fait, bah, celles qui peuvent
produire du lait, on les garde parce que comme ça on a du lait. Et par contre, les enfants, ça dépend s'ils sont en bonne santé ou pas. Mais on comprend que la femme veut donner son enfant pour qu'il en devienne un warboy. Ça lui permettrait plus ou moins de survivre dans ce monde horrible. Mais à la fois, c'est pas ce qui arrive et elle préfère lâcher son gamin et aller donner du lait. Dégueulasse. Et donc ce lait, ça lui sert à lui, ça lui sert également à son fils. Son fils, c'est vraiment un Goliath simplé qui rappelle finalement plus ou moins Master Blaster. Et on comprend aussi que le lait, au même titre que l'eau, sert de marchandise à échanger contre du pétrole ou des armes, auprès des deux autres institutions qui sont évoquées dans le film, qui sont pas loin de la citadelle. On a Gastown, qui clairement est une raffinerie, qui produit du pétrole, et qui est gardée par un homme qui s'appelle le Mangeur d'Hommes, qui est cette espèce de gros obèse ignoble là. Et de l'autre côté, on a le moulin à munitions, qui lui est dirigé par le fermier à balles. C'est son nom en anglais, The Bullet Farmer. Et donc, c'est sur cette espèce de triangle primaire entre le gaz, l'eau et les munitions qu'est construit la société de Mad Max Fury Road. Et le but ultime d'Immortan Joe, c'est comme tout monarque qui se respecte, c'est de voir son règne être perpétré par un des siens. Et le problème, c'est que les deux enfants à lui qu'on voit dans le film, c'est quelqu'un qui est extrêmement estropié, et le deuxième, il est clairement un peu trop con. Donc, c'est pour ça qu'il met tant d'efforts à obtenir un héritier en bonne santé et intelligent. C'est pour cela qu'il s'est constitué un harem de magnifiques femmes dans la fleur de l'âge et qu'il viole pour tenter de les enfanter. Elles sont enfermées dans un coffre-fort et portent une ceinture de chasteté bien dissuasive, et finalement, c'est en fait leur destin qui est le cœur du film. Et en dehors de ce triangle entre la citadelle, Gastown et le moulin à munitions, il semble que le territoire soit partagé entre différentes tribus, mais on n'a aucune information sur comment ces tribus arrivent à survivre dans ce désert aride où il ne semble rien avoir d'autre que du sable. Il y a une terre verte qui est évoquée dans le film, et c'est justement là où veut se rendre Furiosa. Elle vient de là, de cette fameuse terre verte où les herbes poussent. Mais quand elle y arrive, on comprend que l'eau s'est acidifiée et qu'il ne reste rien de vivant là, à part d'étranges hommes qui vivent sur des échasses, un peu à la manière d'oiseaux bizarres. Et par contre, mon petit délire ou ma théorie sur le fait qu'en fait ce serait que l'Australie qui soit impactée par ce monde apocalyptique tombe un peu à l'eau, enfin à l'eau, c'est un peu rude de dire ça, mais tombe dans le sel, parce que le film laisse suggérer que même l'océan s'est vidé et il ne reste plus qu'un énorme désert de sel. Parce que rapidement, on va faire des maths. Furiosa, quand elle est arrivée dans la terre verte qui finalement est un désert, elle se rend compte qu'il ne reste plus rien, elle dit à Max, on peut faire une traversée de 180 jours tout droit, et on arrivera forcément quelque part. 180 jours à raison de 500 km par jour, ce qui ne paraît pas aberrant si tu roules toute la journée, et ça fait 90 000 km. Soit 2 fois le tour de la Terre. Et donc fatalement, si en faisant 2 fois le tour de la Terre, elle ne trouve rien, c'est que il ne reste vraiment rien, et même les océans ont été asséchés, quoi. C'est possible, hein. Évidemment, vu que personne n'a fait ce trajet, ça veut rien dire, mais Max répond d'une manière où on a l'impression qu'il a baroudé, quoi. Il a roulé, et qu'il n'y a vraiment plus rien nulle part sur l'entièreté de la planète. Donc je pense que ça annule un peu mon délire de me dire, non, il n'y a que l'Australie qui a été touchée. Mais ce ne sont que des petites phrases qui n'affirment rien de précis, on peut se raconter ce qu'on veut, c'est ça qui est génial. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'apocalypse dans la saga Mad Max. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Je trouve que c'est une saga qui est vraiment passionnante, au-delà de ses courses-poursuites, au-delà de son personnage de Max, c'est pour cette création d'univers post-apocalyptique qui est vraiment une espèce de construction par petites touches au fur et à mesure, et surtout on sent que le premier Mad Max ne devait pas forcément mener au dernier Mad Max, et qu'il a vraiment eu des idées au fur et à mesure pour construire son univers, et je trouve par exemple d'avoir fait un changement radical d'univers entre le Mad Max 1 et Mad Max 2, c'est grandiose, et ça a donné à cette saga un dynamisme et un renouvellement qui était inespéré. Et je veux dire, maintenant quand tu parles de Mad Max, tu t'imagines tout de suite ce désert apocalyptique, alors que, fatalement, le premier Mad Max se passe dans un univers proche du nôtre. Donc c'était assez fascinant, et je suis très content de vous l'avoir présenté dans cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à la partager, ça me fera plaisir que d'autres gens la découvrent. C'est une vidéo qui m'a fait énormément... N'hésitez pas à la partager, évidemment, ça me fait plaisir que d'autres gens la découvrent. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut, à ce qui paraît, ça aide au référencement, à commenter si vous avez des choses à dire sur les mondes post-apocalyptiques au cinéma, sur Mad Max. N'hésitez pas, je lis tout, je vous répondrai probablement, évidemment. Et vous pouvez évidemment aller sur mon Utip si ça vous éclate de regarder des pubs pour me faire gagner quelques deniers. Mais bon, ça marche plus vraiment Utip, c'est un peu dommage. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, kiffez votre life et bonne toile!